que l'actuel président a l'une des qualités majeures chez lui, c'est l'intelligence de situation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a la capacité à se dissoudre dans les mailles du filet et atteindre ses objectifs. Si vous prenez par exemple l'affaire Bakassi, par exemple, on aurait eu un autre président brutal, qu'on serait allé en guerre contre le Nigeria, on n'est pas sûr qu'on aurait gagné cette guerre. Donc intelligemment, on est arrivé au résultat. Vous voyez? Mais l'intelligence de situation, même si ce n'est pas un bon exemple, c'est aussi ce qui lui permet de durer au pouvoir. Faites très attention, parce que c'est une intelligence de situation. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui travaillent à vous, à plomber votre travail au quotidien, et vous réussissez toujours à survivre autant. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas la traduction que nous on veut sur cette intelligence de situation. L'intelligence de situation qu'on recherche chez lui, c'est la capacité à pouvoir gérer les hommes et les intelligences, afin de les transformer, afin de les mettre en lumière pour le service du pays. Donc, il faut un profil d'homme, ici, dans la continuité de l'État. La continuité du service au peuple et la continuité des institutions. Ça veut dire que quel que soit ce que les aînés ont eu à faire de mal, on le laisse à la conscience avec nos ancêtres. Pour ceux qui croient en Dieu, la conscience avec Dieu. Notre objectif est de proposer au peuple camerounais un programme et un projet qui nous permettent de corriger ce qu'ils n'ont pas pu faire, peut-être par manque de moyens, peut-être par mauvaise foi, je n'en sais rien, mais de toutes les façons de le corriger. Notre projet nous permet d'ouvrir le Cameroun sur l'avenir, à partir de peut-être ce qu'il leur a manqué, parce qu'ils sont des gens aussi d'une certaine époque. Alors la jeunesse est de cette époque, elle voit plus l'avenir d'une certaine façon avec les yeux d'aujourd'hui. Alors on va l'ouvrir de cette façon. Alors c'est cela notre projet politique, que je voudrais que l'on comprenne. Et que les échecs de ce système ou de ce régime, nous sommes censés les combler, notamment avec la vision du DSCE et l'horizon 2035. Vous savez qu'il nous reste 10 années pour 2035, donc on est supposé être émergent dans 10 ans. Mais nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marasme et puis une stagnation, que tout le monde peut voir. Alors le projet que nous proposons, c'est justement de rattraper d'abord les 14 années que nous avons perdues, entre guillemets, c'est-à-dire de 2011 à 2014, à 2025, puisque le DSCE est entré en application en 2011. Le document de stratégie pour l'emploi et l'emploi. Donc, c'était pour les grandes réalisations, 2011-2018. Et puis, on est dans les grandes opportunités. Donc, nous savons qu'aucun barrage n'a été livré, ni inauguré, rien du tout, rien du tout. Les usines de tracteurs, rien du tout, c'est dans la brousse. On attend peut-être des grandes réussites. Voilà, donc, on attend peut-être des grandes réussites. Ça va arriver, bon, comme nous sommes à ce niveau-ci, notre programme, c'était d'abord de rattraper ces 14 années. Et ça, ce projet va régler, enfin, du moins, propose une solution à ce problème. Vous comprenez? Et maintenant, pour les 10 années qui arrivent, il faudra absolument que nous fassions des bouchées doubles. Parce que comme on a perdu 14 années, il faudrait bien que le peuple camerounais n'attende plus, parce qu'il a déjà assez attendu le bonheur. Donc il faudrait qu'en 10 ans, nous réglions le problème. Mais pour le faire, et c'est là où on va commencer sur le programme tout à l'heure, il faudra d'abord formater le Camerounais. C'est-à-dire le Camerounais qui a été éduqué au désordre, à l'indiscipline, à tout ça, il faut aligner tout le monde. Bon, c'est peut-être ma casquette de commandeur qui revient, parce qu'il faudra vraiment un peu d'ordre. Pour ceux qui, je sais que le terme guide cause des problèmes aux gens, la dictature, il y aura un peu de dictature. Alors on y va. Alors, le Cameroun a 3 problèmes. Il a 3 problèmes que nous avons identifiés. C'est d'abord nous parlons de vision ou dans notre programme. Alors, il a 3 problèmes. Le premier problème, c'est l'unité. L'unité. Nous ne sommes pas unis. Guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, enfin, si on dit guerre, conflit Boko Haram, ainsi de suite. Il y a les problèmes de tribalisme, on accuse tout le monde de tout, on soupçonne tout le monde de tout. Bon, voilà, unité. Et nous avons un problème de discipline. Nous sommes un pays de désordre. Personne ne respecte le président, les ministres se marchent sur les pieds, les gens ne respectent pas le feu, on jette les poubelles partout. On applaudit les détourneurs. Quand on a détourné, c'est là où on considère que vous êtes quelqu'un. Quand vous vivez sur la vertu, bon, il faut formater, c'est la moralité. Et on a un problème de prospérité. Alors, le Camerounais ne mange pas à sa faim. Le salaire qu'il a même à la fin du mois ne suffit même pas à le faire vivre sur les 30 jours. C'est compliqué.
Donc, il sort le matin pour aller parfois, s'il est fonctionnaire ou agent de l'État, pour tordre le cou à un usager. Parce qu'en fait, son salaire ne lui suffit pas. Et puis, quand on dit problème de prospérité, il y en a qui sont contents de vivre au Cameroun parce qu'ils dirigent, ils gèrent, et on sait ce qu'ils font de notre argent. Et il y en a qui travaillent pour que les autres s'engraissent. Donc c'est le peuple camerounais entier, c'est-à-dire 28, quelque chose de millions de Camerounais travaillent pour que 1000 à 2000 personnes vivent bien. Vous voyez? Donc on a un problème de prospérité. C'est-à-dire les grandes ambitions, les grandes réalisations, les grandes opportunités n'ont rien donné du tout pour tous les Camerounais. On ne voit pas les résultats. Et donc le pays est dans un marasme. On ne parle plus des routes, et ainsi de suite. Donc voilà tout ce que nous avons constaté comme problème. Et donc, vous allez donc vous rendre compte qu'ici, nous proposons dans la vision un homme. Il faut un profil d'homme. Un profil d'homme qui doit diriger le Cameroun. Le profil d'homme qui doit diriger le Cameroun, parce que nous ne voulons pas être ingrats. Il faut savoir que quand on est dans un pays où il manque d'unité, il manque de discipline, il manque de prospérité, le marasme que nous connaissons, il faut un profil d'homme qui correspond exactement à ce type de travail. Et nous proposons donc ce type d'homme. Ce type d'homme, c'est quelqu'un qui sera un homme original d'abord, c'est-à-dire qui sera lui-même, mais en fait, qui sera un savant mélange de l'ancien président, des qualités de l'ancien président. Un homme de poigne, de rigueur, de fermeté. Attention. Donc, la poigne du président Baba Toura Ijo, sa fermeté et sa spontanéité. Quand vous avez péché quelque part, le lendemain, vous le voyez devant votre porte, vous êtes sanctionné. On n'attend pas 10 ans, parce que les dégâts peuvent s'étaler. C'est le cas aujourd'hui. Donc il faut un homme qui a les capacités, les qualités du président Amadou Baba Toura Ijo. Mais aussi il faut un homme qui a les qualités de l'actuel président. Parce que l'actuel président a l'une des qualités majeures chez lui, c'est l'intelligence de situation. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la capacité à se dissoudre dans les mailles du filet et atteindre ses objectifs. Si vous prenez par exemple l'affaire Bakassi, par exemple, on aurait eu un autre président brutal, qu'on serait allé en guerre contre le Nigeria, on n'est pas sûr qu'on aurait gagné cette guerre. Donc intelligemment, on est arrivé au résultat. Vous voyez? Mais l'intelligence de situation, même si ce n'est pas un bon exemple, c'est aussi ce qui lui permet de durer au pouvoir. Faites attention, parce que c'est une intelligence de situation. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs qui travaillent à vous, à plomber votre travail au quotidien, et vous réussissez toujours à survivre autant. Mais ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas la traduction que nous on veut sur cette intelligence de situation. L'intelligence de situation qu'on recherche chez lui, c'est la capacité à pouvoir gérer les hommes et les intelligences, afin de les transformer, afin de les mettre en lumière pour le service du pays. Donc, il faut un profil d'homme, ici. Et ensuite, il faudra assurer la préservation, du moins la conservation des acquis. Des acquis. Le président Amadou Baba Toura nous a laissé avec certaines choses. L'amour de la patrie, le patriotisme. Quand on voit l'affaire Kamer en 1971 avec Baba, il n'a pas accepté que notre pays, qui était l'un des plus gros financiers de Air Afrique, puisse être réduit dans ses petits souliers. En l'affaire Kamer, il a créé la SNI, il a créé plein d'entreprises, parce que c'est en fait le fondateur de l'économie camerounaise. Donc on a vu l'amour qu'il avait et le respect qu'on avait en son temps des deniers publics. Vous voyez? Donc il nous faut préserver les acquis. On respectait le Cameroun, on respectait le drapeau, on respectait le statut même de Camerounais. Donc il nous faut préserver ces acquis. Il y en a plusieurs. En plus de cela, il faudrait que nous puissions entamer il faudra formater le Camerounais lui-même. Parce que nous avons un souci, c'est que les aînés, à travers la politique éducative, ont dilué le Camerounais. Je le disais tout à l'heure dans les ondes de votre merveilleuse radio Suite FM, le projet que nous proposons, on sera obligé de sacrifier une génération. On sera obligé de sacrifier une génération, c'est-à-dire laquelle? Celle dont les parents se sont laissés aller par la dilution que les aînés ont faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, il y a des jeunes aujourd'hui dont nos aînés se moquent en disant ils ont le bac, on ne sait même pas ce qu'ils écrivent même, on ne voit pas le français qu'ils écrivent. Comme si l'enfant, quand il est né, il a créé son propre système éducatif et il a décidé de ne pas bien faire l'école ou de ne pas bien assimiler les leçons. Alors que c'est eux qui ont dilué tout notre système éducatif parce qu'en fait, ils avaient pour objectif de durer au pouvoir. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, que lorsqu'ils ont atteint cet âge-ci,
Les jeunes sont courbés dans leur téléphone. D'ailleurs, vous avez fait ce post, vous avez prévu cette émission. Et je m'amusais à parcourir les réseaux sociaux où les jeunes venaient écrire que nous, on sera en train de regarder la Champions League. Ouais, sur une affaire qui concerne votre avenir, les gars, ils vous disent que nous, on sera devant la Champions League. Parce que ça veut dire que les aînés ont été leur objectif. C'est-à-dire de détourner la jeunesse de la gestion de la cité. Vous voyez? Et ça fait qu'aujourd'hui, pendant que nous bataillons pour eux, pour que ça change, parce que c'est pour eux que nous faisons, et ils sont en Champions League. Et les aînés, c'est la même chose donc sur le plan politique. On leur a dit la jeunesse, l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, une façon on leur dit, non, c'est pas bien la politique, ça tue. Vous voyez, ça fait aujourd'hui que les jeunes ont grandi avec cet état d'esprit parce que leurs parents leur ont appris, non, n'y allez pas. Et pourtant, eux, ils font la politique, ils sont jamais morts. Donc, voici donc notre fin, il faudra formater le Camerounais. Alors, l'un des derniers points, c'est les points sont nombreux dans la vision. Après avoir formaté le Camerounais, parce que formater le Camerounais, ça veut dire créer le Camerounais nouveau. On va donc instituer, par exemple, je mets une croix, une instruction nouvelle. Nouvelle. À l'école? Oui, nouvelle. Une éducation nouvelle. Je vous épargne un nouveau civisme. C'est-à-dire apprendre à respecter les institutions, apprendre à respecter le drapeau, apprendre à respecter tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, on va faire tout cela. Et maintenant, au fond, il faudra donner du pain aux Camerounais. Il faudra donner du pain aux Camerounais. Et là, on a opté, nous sommes dans la vision, hein, on a opté pour une économie sociale et solidaire. Alors, pour la prospérité, c'est une économie sociale et solidaire. Déjà entendu en hexagone? Oui, mais on l'a adapté à nos réalités. Et solidaire. Solidaire. Voilà. L'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, ça veut dire c'est simple. C'est simple. Nous allons tordre le cou à cette affaire qui veut que l'État et nos aînés aient le monopole sur la gestion des fleurons économiques du pays. C'est aussi simple que ça. Nous sommes partis d'un modèle, M. Tonguet. Il faudrait que chaque Camerounais se mette au travail. Il faut, et vous allez voir que la troisième partie de la vision, c'est un Cameroun au travail. Une nation au travail. Nous travaillons moins et nous nous réjouissons beaucoup. Vous voyez, là je vais peut-être entrer dans la petite dictature. Vous voyez, les bars vont ouvrir peut-être à 15h, 17h. Vous voyez, je sais que ça ne va pas plaire. Ça va pas plaire. Mais pour faire plus au fond, économie sociale et solidaire, c'est que chaque Camerounais une entreprise, chaque Camerounais, un Camerounais une entreprise, un Camerounais une action. C'est-à-dire quoi? On va par exemple d'abord nationaliser toutes les grandes sociétés qui relèvent de l'ordre de la souveraineté. Les télécommunications, dont Orange et MTN, là, on doit les nationaliser. On doit les nationaliser. Notre eau est déjà renationalisée, puisque ce n'est plus la CDE. On va nationaliser, c'est quoi, Eneo? On va nationaliser Eneo. On va reprendre notre rail. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Je prends souvent ces quelques sociétés. Ça veut dire que les enfants qui vont, par exemple, investir sur OneXBet, sans publicité, ou sur Beto, essayons d'élargir l'affaire, ils mettent ces 1000 francs là-bas. Et j'ai même appris qu'ils ont des comptes là-bas. Voilà, ils ont même des comptes. Ils ont même des comptes. Il peut aller piquer dans le compte. Voilà, des comptes promo, il prend l'argent. Non. Un enfant peut avoir ses 1000 francs ou ses 2000. Il dit, l'actionnariat de Camtel est ouvert à 49% au peuple camerounais et à la diaspora. L'action coûte 20 000. Il prend ses 20 000, il met là-bas à Camtel. Il sait que lorsqu'il y a des partages de dividendes, on lui vire son argent à la banque. Vous voyez? Ses parents peuvent aussi faire de même. Vous voyez? Et de deux, c'est qu'il sera obligé de consommer camerounais. Parce qu'ici, il s'agit de consommer camerounais. Il n'aura plus besoin d'aller chercher à acheter quelque chose qui a un produit qui vient d'ailleurs parce qu'il sait qu'il est actionnaire à Camtel. Pourquoi est-ce qu'il va aller à Orange ou à MTN? Parce qu'en fait, il sait qu'en investissant le crédit à Camtel, il se donne encore lui-même de l'argent. Vous voyez? Ce sera comme ça pour les entreprises dans ce pays. Donc l'État, on va diminuer le monopole de la gestion de l'État ou de la mainmise de l'État sur certaines entreprises. On va sur toutes les entreprises et impliquer le peuple camerounais. Ce sera exactement comme ça. Et on va aller aussi dans le sens où chaque Camerounais, chaque fonctionnaire, là je l'explique comme ça, chaque fonctionnaire aura une période de sabbat de 5 ans qui lui sera imposée. Il va aller créer une entreprise, une activité lucrative
Il pourra employer 1 ou 2 personnes avec une partie du financement que l'État pourra lui octroyer. Et au bout de 5 ans, il pourra rejoindre son poste. Ça veut dire qu'au moment de la retraite, au moment où il part dans la retraite, il est déjà chef d'entreprise. Parce que les gens ont pensé à un moment que le fonctionnaire ne doit pas avoir d'activité économique, ainsi de suite. Les gens pensaient toujours au marché public, ainsi de suite. Peut-être qu'il serait plus respectueux envers les opérateurs économiques. Non, ce n'est pas d'aider le fonctionnaire à créer des entreprises typiques comme les opérateurs économiques. C'est des exploitations, par exemple l'élevage, par exemple l'agriculture. Vous comprenez? C'est pour aider déjà le fonctionnaire sur sa position à créer des emplois et à motiver ceux qui n'ont pas encore eu d'emploi à en avoir. Vous voyez? Donc on verra un peu comment on pourra fonctionner ici. Ça, c'est donc la grande vision, monsieur Rodrigue Tongue. Maintenant, pour le projet de société, je résume juste parce que ce sera juste la déclinaison. Le projet de société. Alors, ici, nous avons une politique simple. Le projet de société, c'est un document de 33 chapitres fermes sur environ 500 pages. Je pense que vous l'avez eu. Oui. Et chaque chapitre, c'est un secteur de la société. Et sur les 33 chapitres, vous allez donc voir, nous allons tordre le cou à beaucoup de choses sur le plan politique pour aérer le pays. Parce que là sera la solution. Pour que tout ce que nous avons énoncé dans la vision marche, il faudrait que nous tordions le cou, par exemple, au président qui ne travaille pas. C'est-à-dire le président qui ne travaille pas, le président qu'on ne voit jamais, le président qui ne visite jamais les chantiers, le président qui passe 50 ou 60 jours à l'extérieur. La Constitution doit régler cela. La Constitution doit régler, par exemple, on va introduire les clauses intangibles. On appelle ça les clauses intangibles de la Constitution. Ça veut dire que quand vous êtes président de la République, il y a des clauses que vous ne pouvez pas toucher dans la Constitution, ni aller voir les députés, vos amis, pour dire que changeons ça. Vous voyez? Un peu comme les amendements. Très bien. Donc il y aura plus de ça. Donc on va bloquer tout cela. On va par exemple aussi introduire ici la rotation des pouvoirs. Je sais qu'on va en parler tout à l'heure. La rotation du pouvoir. Parce qu'il est clair aujourd'hui que à l'état actuel, la notion de parti-État va toujours subsister. Tant qu'un seul individu sera la tête du pays et il sera la tête du plus grand parti qui est le plus grand porteur de militants ou de popularité dans ce pays et qui bénéficie des moyens de l'État. Donc la rotation du pouvoir sera simple. Nous allons créer des zones géographiques, 4 zones géographiques qui sont d'ailleurs connues. Les soudano-sahéliennes, c'est-à-dire l'extrême nord, le nord et la Damawa. Et nous allons instituer les forestières, c'est-à-dire l'Est, le centre et le Sud. Et puis nous allons instituer l'aire côtière, c'est-à-dire le littoral, c'est-à-dire la région du littoral et le sud-ouest, merci beaucoup, et l'aire grassfield, c'est-à-dire l'ouest et le nord-ouest. Le pouvoir va donc rôter entre ces différentes aires-là. Mais la problématique, c'est quoi? C'est que chaque région de ce pays participe à la direction du pays. C'est ça le plus important. Je prends un simple cas. Donc, chacun à son tour. Chacun vous parlez aux jeunes, bien sûr, c'est ça, chacun à son tour. Parce que vous allez vous rendre compte que moi, je suis un féru de la culture saxonne parce que j'estime que la culture saxonne est la meilleure. C'est-à-dire que le saxon, c'est quelqu'un qui a une certaine éducation et une certaine instruction, qui le prédispose au développement, qui le prédispose à l'avancée. Et donc, si le saxon vous dit il va faire, il va faire. On peut avoir certes des virgules dans l'éducation, la moralité saxonne, mais on sait que la culture saxonne, c'est cela. Regardez même nos enfants, quand ils vont à l'école, à partir du DC O-level, c'est-à-dire l'équivalent du BEPC chez les francophones, dès que l'enfant finit en classe 5, on sait déjà son orientation. On sait qu'il est fort en chemistry, biologie, ainsi de suite. Donc, on ne le sature pas comme chez le francophone au niveau du bac où, par exemple, la colonne vertébrale va se tordre avec un gros sac. Il va avec tous les cours à l'école. Il ne sait même pas le cours qu'il fera aujourd'hui. Ça devient compliqué. Non, il y a les emplois du temps. Et puis, les orientations, on est obligé encore de l'orienter après le bac. On est obligé de l'orienter après le bac. Or, dans le système saxon, il est déjà orienté après le O-level. Vous voyez? Donc, je prends seulement ce simple cas pour que l'on comprenne ce que nous allons faire ici. De deux, c'est que la crise anglophone, parce que vous allez voir que ce projet règle le problème de la crise anglophone sur toute la ligne. C'est pour ça que vous allez voir que même si nous parlons de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est juste pour un chapitre, mais ça s'étend. Vous voyez qu'avec la rotation des pouvoirs, nos frères du nord-ouest et du sud-ouest auront aussi le chance de diriger le pays. Parce que lorsque le pouvoir arrivera à l'ère Grassfield, le nord-ouest peut prendre le pouvoir, peut diriger. Notamment parce que c'est le tour du nord-ouest. Et quand on ira à l'ère côtière, le sud-ouest peut diriger, parce que c'est l'aire côtière, c'est-à-dire littoral et sud-ouest. Les mécanismes sont prévus, M. Tongue pourra nous interroger dessus, on pourra revenir plus au fond de l'affaire. Mais ça fera que... par qui? Mais ça fera que... On commencera par quelle région? Par quelle aire? Bon, ce sera ce qui sera travaillé. Je crois que dans le projet, vous l'avez lu, on va le travailler consensuellement, je ne le décide pas. Et si les Camerounais nous font confiance dans ce sens-là, une fois qu'on aura toiletté, et au bout de 3 ans, on va expliquer tout à l'heure, on fixera des institutions pour le faire. Donc, on y reviendra. Donc, mais tous
toutes les façons, chaque aire géographique de ce pays dirigera le pays et il y aura comme une certaine émulation entre les aires géographiques. Et nous avons prévu ce changement-là pendant 320 ans. C'est-à-dire que 16 générations de 20 ans, 16 générations politiques de 20 ans. Intentionnellement, M. Tongue, parce qu'il faut 320 ans, 16 générations de 20 ans. Parce qu'il faudrait que nous tous nous soyons morts, que nos arrière-petits-fils soient morts et qu'ils ne se souviennent même plus qu'il y avait un Bamileke, où il y avait un Ewondo, il y avait un Fulbe, il y avait un Peul, il y avait un Giziga. Parce que le mariage aura aidé entre-temps. Voilà, parce que nous serions tellement mélangés au point où quelqu'un sera en train de vivre à Bafoussam, il dit je suis à Bafoussam parce que toutes mes activités s'y trouvent et donc je suis candidat de Bafoussam ou candidat de la région de l'Ouest. Et non pas, il ne dira pas que je suis candidat de la région de l'Ouest ou candidat de la région du Sud parce que je suis Boulou ou candidat de la région du Centre parce que je suis Ewondo. On ne saura plus vraiment qui est Ewondo, qui est Bamileke et ceci. Donc voilà un peu la logique de la rotation des pouvoirs. Donc, ceci étant donc, et là j'accélère, je sais que mon temps est arrivé presque à son terme, pour dire que le projet de société, donc comment le financer? Parce que ce sera vraiment un très grand chantier. Le financement, il sera très simple. Il est clair que j'ai l'habitude de m'amuser, de le dire. Ce serait pas très sérieux pour moi de vous dire qu'on va assurer tous ces chantiers-là et mettre le Cameroun en chantier avec le budget actuel. Les 7 317 milliards de francs CFA, 7. Non, c'est impossible. Parce que quand vous regardez la structure de l'État, on a 500 milliards de fonctionnement. Il y a à peine 1800 milliards pour faire 2 ou 3 petites choses et c'est très serré. Vous voyez? Alors, le génie de nous autres qui proposons aux Camerounais de changer le pays, c'est de trouver une modalité de financement qui ne rentrera pas dans la logique budgétaire actuelle. Donc, c'est ce que nous allons étayer tout à l'heure, certainement, avec les Donc, mais c'est pour dire aux Camerounais que ce que nous avons entamé, ce que nous proposons, c'est un programme de discipline, d'austérité sociale. Parce que j'insiste, c'est un projet, un programme, une vision d'austérité sociale, une vision d'austérité économique, une vision d'austérité politique. Figurez-vous, pour vous qui n'avez pas encore le bac, si ça commence l'année prochaine, après votre année de bac, vous allez passer une année de formation militaire avant de recommencer l'école et de rentrer dans la spécialisation. Les enfants vont se spécialiser dès la fin de l'école primaire, à partir de la 6e. On formera le médecin à partir de la 6e. Il y aura les écoles de médecine dès la 6e. Ça veut dire qu'on n'aura plus... Au-delà de cette spécialisation qu'on va, on va appuyer très tôt, vous allez vous rendre par exemple compte pour ceux qui sont dans l'armée, on leur fait un clin d'œil, Monsieur Tongue. Pour ceux qui sont dans l'armée, on ne partira plus du quartier pour entrer dans l'armée. Parce qu'il y aura des collèges militaires, c'est-à-dire à partir de la 6e, vous entrez au collège militaire. Lycée militaire ensuite vous allez entrer dans une université militaire. Vous comprenez? Oui, bien sûr. C'est à la sortie de votre lycée militaire que vous pouvez faire le concours de la police ou le concours de l'armée. Vous comprenez? Donc vous êtes déjà féru. Pour rentrer à la vie civile. Oui, ou rentrer dans la vie civile, si vous n'avez pas pu avoir ces entrées-là. Parce qu'en fait... Si vous avez on a décelé quelques défaillances au plan physique. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'en fait, le programme que nous allons engager va faire des jaloux à l'international. Parce que les grandes puissances ne sont pas contentes ou ne veulent pas. Vous voyez ce qui se passe avec Ibrahim Traoré au Burkina Faso, au Mali, ainsi de suite. Ce programme, justement, va faire des jaloux et ils chercheront à nous déstabiliser. Donc, forcément, nous devons revoir la loi de 1967 sur la défense nationale qui, en fait, propose à la défense de masse. La défense de masse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque citoyen du Cameroun a l'obligation de défendre son pays au cas où notre intégrité territoriale est attaquée. Donc la logique, par exemple... Mais ça a marché contre Boko Haram, la défense. Bien sûr, mais il faudra le renforcer. Oui, il faut le renforcer donc, avec la formation militaire, les écoles militaires, ainsi de suite, pour que chaque citoyen, même si vous êtes dans le civil, vous travaillez dans le privé, vous avez fait votre formation militaire après le bac. Donc le jour où on dit que c'est mauvais pour le Cameroun, tout le monde au front. Merci. Merci, Valère. Merci. Nous allons donc discuter de cela tout à l'heure, dans 3 minutes notamment. Le temps pour nous de prendre les avis des téléspectateurs que nous avons rencontrés qui s'expriment sur votre personnalité, la perception qu'ils ont de vous. Ça va nous permettre... Monsieur, un administrateur civil principal de ce gouvernement camerounais qui a longtemps servi ce pays des régions en région. Donc... c'est un homme sorti de l'école, de l'ENAM, comme tous les autres administrateurs, comme tous les autres commandeurs.
ce qui fait qu'il a le pouvoir. Ce monsieur, moi, je ne le connais pas. Il veut être président de la République, je ne le connais pas. Le connaître, c'est beaucoup trop dit. Je sais que régulièrement, il est sur les plateaux de télé et il est poignant dans ses interventions. Je le vois constamment à la télévision. Je suis ces débats dans plusieurs chaînes. C'est quelqu'un qui est très intéressant dans ce qu'il dit. Et je crois qu'il a eu à travailler aussi pour l'administration au Cameroun. C'est-à-dire qu'il maîtrise très bien la machine administrative, quoi. Surtout que quand tu sors de l'école normale, et je pense que tu maîtrises tout, puisque c'est une formation qui est là-bas, alors tu as des possibilités pour poser ta candidature, comme tout Camerounais, puisqu'il y a des droits et des devoirs que nous devons connaître, ce qui fait en sorte que si un monsieur comme celui-là, qui a servi depuis le poste, le poste élevé, donc il peut être candidat et peut-être même prêt à gagner des élections. Un jeune peut arriver à détourner le RDPC et prendre le pouvoir. Le Cameroun est à la portée de nous tous. Il suffit de prendre la conscience que le Cameroun c'est mon pays et je gère ce que j'ai trouvé et pour redresser ce qui n'y est pas bien. C'est ça, je suis sûr qu'il peut continuer à changer le Cameroun. Et si vous avez un bon programme, ça vous propulse et que vous arriviez à convaincre le peuple vous votera. Qu'est-ce qu'il a fait pour le Cameroun? Le RDPC c'est un parti déjà historique. Mais sinon, mais les jeunes ont toutes leurs chances, déjà par leur vision et leur comment dire, la nouvelle vision et les nouvelles idées qu'ils peuvent apporter. Et maintenant, par un coup, bon, s'il sait bien jouer, bon, peut-être alors il pourra faire mouche. Je crois que c'est une candidature qui dénote beaucoup de bonnes choses. En ce sens que si réellement ce qu'il dit, c'est ce qu'il compte mettre en pratique si jamais il devient président au Cameroun. Je crois que il est un candidat fiable. Monsieur Valère Bessala, si jamais vous êtes président de la République du Cameroun, comment allez-vous faire pour sortir le puneux problème entre la FECAFOOT et le MINSEP? Comment allez-vous résoudre ce problème? Vous n'allez pas me demander d'aller voter pour quelqu'un que je ne connais pas. Et puis, tous ces gens qui viennent là, pour nous embrouiller que je veux ceci. Après, on va leur donner les voix. Qui commencent d'abord à nous donner même un peu avant de les voter. On va les voter aujourd'hui. Demain, ils vont aussi faire comme l'autre. Tous là sont pareils. Alors, Valère Bertrand Bessala, qu'avez-vous à donner à ces électeurs? Parce que la dame dit, il faut nous donner quelque chose. Nous savons bien de quoi elle parle, mais ce n'est pas le sens qu'il faut donner à la question ou à la problématique. Mais qu'avez-vous à apporter dans l'immédiat? Parce qu'on a bien suivi dans la présentation que vous faisiez tout à l'heure, vous avez donné rendez-vous à certains Camerounais dans 320 ans. Oui. Est-ce que ceux qui sont au Cameroun en ce moment doivent désespérer d'une qualité de vie meilleure avec vous dans 5 ans, dans 10 ans, c'est-à-dire à courte échéance? Disons que le programme que nous proposons est déjà ce que nous donnons. Ils vont peut-être voir ce qui est libellé. Mais pour moi, parce que je pense qu'elle parlait à titre personnel, je donne déjà tout ce que j'ai de ma vie. Monsieur Tonga, je crois que vous me connaissez depuis longtemps. Je n'ai plus de vie depuis que je suis entré en politique. Je ne fais que ça. Ma carrière est au stade 0. Et donc, parce que j'ai choisi ce chemin et j'y reste. Et comme j'ai dit aux jeunes tout à l'heure, je l'ai répété encore aux jeunes, j'ai donné à la politique et à ce combat 12 années de ma vie. Depuis 2019, et j'ai dit à 2031, c'est terminé. Je sors de l'affaire, je m'occupe de moi-même. Donc j'ai déjà commencé par donner du mien propre. C'est-à-dire que, comme ils disent, j'ai fait des plateaux, il y a plus de 20 ans, je fais des plateaux, vous le savez, j'aiguillonne, j'ai même donné une bonne partie de ma vie aussi dans le monde professionnel, comme vous le savez, dans les régions du Septentrion, en plein Boko Haram. Donc, j'ai déjà commencé à donner et je suis encore prêt à donner. C'est peut-être que je vois que beaucoup n'ont pas encore, le message n'est pas encore arrivé chez beaucoup parce que nous n'avons pas assez de moyens aussi. Et nous n'avons pas trempé quelque part pour dire que nous allons prendre là-bas pour faire nos campagnes ou pour suivre ce que les autres suivent. Non, nous suivons avec les jeunes. D'ailleurs, ils sont là pour beaucoup dans la salle, avec les cotisations et ainsi de suite. Et on fait porter notre voix. Vous aussi, vous êtes là pour nous aider, comme aujourd'hui, à faire porter notre voix pour que le message arrive, pour que les Camerounais comprennent que
le candidat ou le président de 2025, si jamais il décide de le changer, ne doit pas être forcément celui qui présentera non seulement pas être un véritable de valeur intrinsèque, c'est-à-dire un parcours, un ceci, non. C'est davantage, est-ce qu'il a des épaules? Est-ce qu'il nous propose un véritable programme, un véritable projet? Est-ce qu'il peut porter effectivement ce projet? Est-ce qu'il connaît la machine de l'État? Est-ce qu'il connaît nos institutions? Est-ce qu'il connaît les rouages? Est-ce qu'il sait où toucher? Est-ce qu'il n'est pas compromis? Est-ce que les questions qu'il faudra poser pour le prochain candidat? Parce qu'en fait, si nous ratons ce virage-là, nous risquons de retomber, comme l'un nous disait tout à l'heure, sur nos genoux. Alors, si je vous ai bien écouté, vous proposez une transition de 3 ans. Est-ce que je vous ai bien suivi? Non, je ne propose pas une transition de 3 ans. Ce que nous proposons, c'est un mandat simple. Le peuple nous élit pour 7 ans. Moi, je ne suis pas dans l'affaire où on nous donne 7 ans et après on dit qu'au bout de 4 ans, on va dire qu'on s'arrête. Parce que la densité du travail, voilà le programme que vous avez devant vous. Vous voyez, vous pouvez le prendre. Il y a le programme, il y a le projet. Alors, le programme que vous avez devant vous, Monsieur Tongue, c'est un programme qu'on ne peut pas exécuter en 3 années seulement. Donc, je voudrais que les Camerounais comprennent dans le programme que nous avons, c'est que, voilà, le programme que nous proposons aux Camerounais, c'est que dès le 7 novembre 2025, nous engageons sur 8 mois les états généraux de tous les secteurs. C'est-à-dire que ce soit le secteur de l'agriculture, que ce soit le secteur de l'ingénierie, de la recherche scientifique, les états généraux, où tous les experts de chaque secteur vont s'asseoir pour dire qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui devrait marcher pour atteindre l'émergence. Parce que notre objectif, c'est atteindre l'émergence. Parce que notre programme s'intitule « Réparons le Cameroun ». Parce que le Cameroun est en panne. Vous comprenez? Pour réparer dans le Cameroun, il faut des états généraux qui vont faire le bilan de toute notre société, secteur par secteur. Et au plus tard, donc, le 7 juin 2026, ils vont livrer leur copie. Nous allons donc commencer à appliquer les propositions de chacun de ces états généraux pendant une période de 3 années. 3 années. C'est-à-dire après avoir réformé le pays à travers ces états généraux. Et au bout de cela, nous allons faire un suivi, évaluation et des correctifs au bout de sur près de 6 mois, donc autour de 2029. Et nous aurons la nouvelle société autour de 2030-2031. Je crois que la tâche du guide sera achevée. Ce qui est important et vous ici... vous retirez? Oui, je me retirerai, bien sûr, puisqu'il faut réparer le Cameroun et le rendre aux Camerounais. Parce que notre projet, c'est rendre le Cameroun aux Camerounais pour une émergence effective en 2035. Parce que les Camerounais qui nous suivent, ils doivent bien mettre à l'esprit que quand on recherche le pouvoir, il y a un programme politique qui est la vision, et notre vision c'est réparons le Cameroun pour une nation disciplinée, unie, disciplinée et prospère pour tous ses enfants. C'est ça, il faut réparer d'abord. C'est pour ça que je parle des états généraux. Dès que tout cela est fait, alors nous rentrerons dans le projet qui justement veut nous amener à rendre le Cameroun aux Camerounais pour une émergence effective en 2035. Cela veut dire que pendant la période de réparation du Cameroun, les 3 ans, on va mettre entre parenthèses toutes les institutions, y compris la Constitution, qu'il faudra réformer. Puisque vous avez vu les modifications devant pour la Constitution. Elle ne peut plus être valable si en même temps nous l'utilisons. Vous voyez, donc il faudra absolument mettre entre parenthèses certaines choses. On fonctionne dans quel cadre normatif en ce moment? On va trouver un cadre minimal de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y aura des clauses constitutionnelles qui pourront quand même continuer à être opérantes. Malgré que le temps pour nous... Le temps on les hiérarchise comment? En fonction de quoi? La Constitution, si on est président de la République, est-ce qu'on va supprimer le poste de président de la République? Non. Dans la Constitution, par exemple, vous voyez qu'on va supprimer le poste de Premier ministre. On va l'éjecter, il n'y aura plus de Premier ministre. On va supprimer le poste de ministre, par exemple, parce que c'est une fonction très orgueilleuse. Quand on nomme quelqu'un ministre, alors il attrape les grandes épaules et on voit ce qu'ils font, l'orgueil et l'ostentation. Vous pensez que le changement de dénomination, avec les mêmes privilèges et les mêmes attributions, les mêmes prérogatives, va changer quelque chose fondamentalement? Il n'y aura pas les mêmes prérogatives. Oui. Puisque si on change le poste de ministre en secrétaire d'État, les adjoints deviennent des secrétaires d'État adjoints. Vous comprenez? Forcément, on va raboter le travail ministériel. Parce qu'il y aura des feuilles de route, par exemple, pour les ministres. Pour être ministre dans ce pays...
Non, bien les sûr. feuilles de route sont mais pas ça n'a nouvelles. jamais été observé. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Ça n'a jamais été observé. Ça Les dépend feuilles de de là où route, on se place. les feuilles de route ont été instituées à la fin au gouvernement de 2011. Grande réalisation. 2011, fin Oui, 2011. grande Et on réalisation. attendait les feuilles de route en 2012, en juin 2012. Personne n'a jamais vu une seule feuille de route. Vous voyez, il y aura des feuilles de route. Pour être ministre dans ce Non, mais les pays, feuilles de route ont été lancées. Ont été données. Le président avait demandé au ministre de rédiger leurs propres feuilles de route et de les envoyer à la présidence. Ça a été fait. est-ce que vous avez vu une feuille de route? Une seule, monsieur Tonga. Oui, nous avons vu des feuilles de route. Elles ont été appliquées? Bon, ça, c'est un autre débat. Je dis bien que Non, ça c'est pas dépend un de là débat. où on se place. Nous sommes en train de vous poser la question. Le plus Ça important n'est dépend pas de de là où on se créer. place. Mon opinion ne compte pas. Bien Moi, sûr, je suis sur les le faits. plus important n'est pas de créer. Ceux qui, le plus important ceux est qui ont d'appliquer. mis en place des feuilles de route disent que elles ont été réalisées. Maintenant, je dis mon opinion pour le moment ne compte pas. Peut-être dans une autre vie, quand je serai à votre place, ou bien si on me retrouve à une position de chroniqueur, je vais donner mon opinion. Mais aujourd'hui, je suis seulement le humble intervieweur. Donc, aucune voilà. feuille de route n'a été appliquée, même si elles ont été proposées. Moi, je n'en ai jamais vu de toutes les façons. C'est vous qui en avez vu. Donc, il sera question pour être ministre, par exemple, ou secrétaire d'État dans ce pays, il faudra que vous proposiez la vision, un peu comme dans le privé. C'est-à-dire, quand on va vous recruter, vous dites ce que vous voyez, ce que vous pensez du poste qu'on va vous donner, ce que vous comptez faire, sur la base des attributions et des missions régaliennes dédiées à ces ministères, par exemple. Parce qu'il faudra instituer une administration de mérite. Vous voyez?